Bonjour à tous. Donc effectivement, on va aborder un sujet qui nous intéresse pas mal. On se pose beaucoup de questions chez ces patientes avec maladie vasculaire du foie. Qu'en est-il de la contraception et de la grossesse? Donc avec Pierre-François Sekeldi, avec qui on travaille régulièrement. Bonjour à toutes et à tous. Je m'occupe donc de la partie la responsabilité de la maternité de Beaujon, et j'en profite pour remercier mes collègues Hépato, parce que c'est un réel plaisir depuis bientôt 10 ans de travailler avec eux et de suivre toutes ces patientes en commun. Donc une petite introduction. Les patients avec un syndrome de Budd-Chiari, majoritairement, vous le savez, ce sont des femmes, et dans plus de la moitié des cas, c'est des femmes jeunes, entre 15 et 45 ans, donc des femmes en âge de procréer. Et depuis plusieurs années maintenant, avec l'utilisation des anticoagulants et puis de la radiologie interventionnelle, ce sont des patientes qui vont avoir une bonne survie. À 5 ans, la survie est excellente. Chez les patientes qui ont une thrombose de la veine porte, la proportion là, des femmes en âge de procréer est un petit peu moins importante, environ 33%. Mais c'est une pathologie finalement qu'on voit de façon un peu plus fréquente. Et là encore, la survie de ces patientes est excellente. Enfin, pour les patientes suivies pour une hypertension portale non cirrhotique, la proportion des femmes en âge de procréer est plutôt de l'ordre de 20%. Et là, sur cette courbe de survie, c'est pas tout à fait la même échelle, puisque vous voyez, c'est une évaluation à 20 ans. Mais si on regarde comme pour les deux autres maladies, la survie à 5 ans, elle est également excellente, à environ 80%. Donc évidemment, on a des femmes jeunes qui ont une bonne survie, un état général habituellement conservé. Donc se pose la question, d'une part, de la contraception. Qu'est-ce qu'on peut leur proposer, et puis comment va se passer la grossesse, quels sont les risques maternels, les risques fœtaux, est-ce qu'on peut proposer sans crainte une grossesse à ces patientes. Et donc je vais passer la parole. Oui, l'idée, encore une fois, quand on a préparé ce topo, j'ai demandé à Audrey et aux collègues si vous souhaitiez, on a fait du pratique, de la mise en situation. Donc les diapos que vous verrez que je présenterai pour la partie déjà contraception se veut volontairement pratique. Donc à la fin, s'il y a des questions, vous n'hésitez surtout pas. Voilà le déroulement, il est ce qu'il est, c'est-à-dire qu'il faut quelque chose en effet des fois un peu artificiel, mais on va discuter dans la première partie de la contraception, puis après, au moment où vos patients vont vous poser la question du préconceptionnel, c'est un concept chez nous en gynécologie obstétrique qui a sa valeur, d'autant plus qu'il n'y a plus, vous savez, d'examen prénuptial et tout ça, donc le préconceptionnel a pris sa place depuis maintenant plus d'une dizaine d'années, puisque plus de 50% des grossesses ont lieu hors mariage. Donc à un moment donné, il faut bien se poser la question de savoir si tout ça va bien se passer. Ensuite, donc il y a grossesse et accouchement, et puis après postpartum, et bien sûr la question de l'allaitement. Globalement, notre réflexion, elle reste toujours celle-ci, hein, quand on discute de façon collégiale sur le site de Beaujon. Donc, quelle influence de la grossesse sur la pathologie hépatique? Et bien sûr, inversement. Et derrière se pose la question des thérapeutiques mises en place. Alors voyons déjà la contraception. Je me suis permis juste de vous rappeler un petit peu, c'est que toutes les contraceptions ne sont pas égales entre elles. Nous avons des définitions au niveau mondial, comme celle de l'OMS avec l'indice de Pearl, donc qui permet de comparer les grossesses, donc un indice théorique égal au pourcentage de grossesse accidentelle sur un an d'utilisation optimale de la méthode décrite que vous avez dans les colonnes versus l'efficacité pratique. C'est la mise en situation, l'utilisation dans la vie courante. Et comme vous le voyez, donc toutes ces contraceptions au sens large, puisqu'on a parlé de contraception orale, qui est la première ligne bien sûr, mais vous savez bien que dans ces différents items, nous avons maintenant une mise en place aussi des dispositifs intra-utérins avec de nouveaux, on va dire de nouveaux DIU. Et voilà, en rouge, je me suis permis de mettre tout de suite ceux pour lesquels on peut les discuter au quotidien ensemble là-dessus pour nos patientes. Voilà, donc progestatif et stérilet avec de la progestérone, stérilet au cuivre, vous voyez, et puis les implants sont cutanés aussi, qui sont en fait de la progestérone mise dans un bâtonnet avec une durée de changement de 3 ans. Donc voilà un petit peu. Un point d'attention, c'est cette petite flèche bleue là, comme vous voyez, donc entre l'indice de Pearl, donc théorique, et la réalité. C'est-à-dire quand vous avez vos patientes vous disent oui, je prends une contraception orale, une quantité de patientes qui oublient leur contraception ou qui la prennent pas de façon optimale, pour pas dire même quand elles inversent la plaquette. Donc vous voyez, entre un 0,3 et un 8, c'est quand même assez conséquent.
Alors, là encore, petit autre point d'intention, c'est pour vous repréciser les cas. Alors, je sais, hein, bien sûr, d'expérience, avec tout ce que j'ai appris avec Aurélie, avec Audrey ces dernières années, et Pierre-Emmanuel, que bien sûr, il n'y a pas... mais nous, le modèle d'étude, en tout cas du risque, c'est le risque quoi? C'est le risque de TVP, hein, pour nos patientes sous contraception. Là encore, point d'intention, naturellement, vous voyez, sans œstroprogestatif, donc c'est de 5 à 10 cas pour 100 000 années femmes. Dès qu'il y a grossesse, on passe déjà jusqu'à 60 cas pour 100 000 années femmes. Donc déjà pour la suite, le risque thromboembolique, troisième trimestre et postpartum, c'est un point d'attention chez nous extrêmement important et on va en parler avec Audrey dans nos suivis de femmes enceintes. Autre point, mais ça nous concerne parce qu'il y a eu des débats, des d'actualité ces dernières années sur les contraceptions de troisième génération et tout. Vous voyez donc sous œstroprogestatif de deuxième génération. Mais encore une fois, on n'utilise pas d'œstrogène chez vos patientes. On reste sur du progestatif, qu'importe soit oral, soit sous-cutané, soit par un stérilet. Mais globalement, vous voyez donc les risques de thromboembolique chez ces patientes-là et les risques de TVP. Enfin, ça c'est les recommandations si vous regardez sur l'HAS. Hein, je vous ai mis que des recommandations de l'OMS. Hein, là vous avez une répartition assez graphique des choses, mais qui parle assez. Vous voyez que globalement, pour toutes nos patientes, les œstroprogestatifs, c'est le côté un peu trivial poursuite du truc, mais c'est rigolo. Sur les cases œstroprogestatives, le rouge est quand même... les œstroprogestatifs sont bannis. Globalement, ça je pense que vous aviez tous l'idée là-dessus, mais je préfère revenir et enfoncer un peu ces portes ouvertes là. Mais vous voyez, donc l'œstroprogestatif est très vite banni, que ce soit sur des pathologies au sens large, un facteur héréditaire de risque de thrombose, voyez. Et donc même la progestérone, des fois, les progestatifs, on se pose des questions là-dessus, puisque quand on regarde tous le Vidal, et vous savez ô combien le Vidal, déjà pour moi ma spécialité, dès qu'il y a marqué grossesse, tous les médicaments presque sont contre-indiqués. À part le Spasfon. Et donc, globalement, il faut faire attention. Est-ce qu'on est sur un phénomène, en effet, thromboembolique évolutif ou non, ou si on est sur quelque chose d'assez stable au niveau de la maladie. Donc, ne serait-ce que pour les progestatifs, on fait aussi attention là-dessus. Enfin, progestatifs, oui, au sens large, mais sous ces progestatifs, tous ne sont pas égaux, puisque vous voyez le risque relatif de la survenue d'une maladie thromboembolique veineuse en fonction du progestatif ici. Le ratio est le même éthylène-estradiol, mais quand on prescrit, nous, une contraception, par exemple œstroprogestative, on fait attention aussi au progestatif qui est dedans. Et comme vous voyez, l'acétate de cyprotérone, c'est la Diane 35. Qui a été longtemps prescrit par les dermatos pour les problèmes cutanés et tout ça. Vous voyez le risque quand même relatif de maladie thromboembolique veineux est quand même de 1,88 dans cette situation. Donc on reste, quand on parle de progestatif, on parle, je vous propose, c'est qu'on parle plutôt du lévonorgestrel, où on sait que, voilà, Aurélie, les diapos seront à ta disposition. Voilà, donc voilà. Alors en pratique, que dire de tous ces diagrammes et autres tableaux? On est tous d'accord, je crois, ici dans cette assemblée, hein, donc pas d'œstroprogestatif, d'autant plus de contraception de troisième génération. J'irai plus sur vous proposer un microprogestatif au long cours. Et alors entre Cerazette et Microval, pourquoi plus la Cerazette? Parce qu'elle est pharmacologiquement, elle est déjà plus souple à gérer, c'est-à-dire que votre patiente, si elle l'oublie sur 12 heures, vous pouvez lui dire, si je l'ai oublié ce matin, vous pouvez la prendre ce soir. Et en plus, elle est un peu plus contraceptive puisqu'elle elle bloque la fonction ovulatoire, alors que les autres, le Microval a une action plutôt périphérique, coagulation de la glaire, enfin plus utérine. Donc voilà, l'autre intérêt aussi du microprogestatif à retenir, c'est hyper simple, c'est qu'on peut la donner pendant l'allaitement. Donc déjà, vous avez là ici une contraception qui est déjà assez facile à retenir. En contraception locale, le cuivre, surtout chez vos patientes sur lesquelles vous remettrez vos traitements anticoagulants, je n'irai pas forcément le mettre, mais j'irai plutôt proposer pour les patientes qui ont tendance soit à oublier, qui en ont marre d'une contraception orale, par prise orale, eh bien j'irai lui proposer plutôt une contraception du type stérilet, lévonorgestrel, donc le Mirena qui a une durée de vie pour 5 ans. Et la nouveauté, alors vous savez, en France, on a inventé une spécialité qui s'appelle la gynécologie médicale, qui n'existe nulle part ailleurs. Et donc, en gynécologie médicale, pendant de nombreuses années, ça nous paraissait complètement ubuesque de mettre un stérilet chez les nullipares ou les nugestes, alors que les Norvégiens, les Suédois en mettent depuis la création du planning familial chez eux. Ça ne pose aucun problème. Comment? Ouais.
Donc oui, donc on peut mettre chez nos nullipares des stérilets, d'autant plus avec de la progestérone dedans. Et donc il y a un format short, un petit format qui s'appelle le GIDS. J'aurais pu mettre des images, mais voilà, une image de stérilet le matin, bon bref. Voilà, mais j'aurais pu vous mettre un GIDS et un Mirena en photo pour vous comparer la taille. Globalement, entre 3 ans pour le format nullipare et 5 ans pour le Mirena, qui est plutôt pour la patiente qui a déjà eu une première grossesse. Les deux sont, surtout le Mirena, bien sûr, en postpartum et allaitement aussi. Le préservatif, mais vous avez vu l'indice de Pearl tout à l'heure, le risque de rupture est de 1%. La contraception définitive, la question m'a été posée. Donc les détails un petit peu sur ces contraceptions définitives, c'est que nous on propose, au départ on proposait 3 choses, mais il y avait des systèmes de coils qu'on mettait aussi au niveau des trompes qui s'appelaient échure. Le problème c'est que dedans il y a des métaux et que les patientes ont fait des allergies. Et aujourd'hui, il y a des classes actions contre échure, et donc on peut plus se permettre de le prescrire. C'était hyper simple à poser, mais on peut plus le faire. Donc on est passé sur les schémas classiques, c'est-à-dire soit les bons vieux clips tubaires qui se mettent en célioscopie, donc on met des clips en fait dessus définitifs, soit carrément la salpingectomie bilatérale. Alors pourquoi l'un plus que l'autre? C'est parce que en ce moment il y a un vrai débat en Amérique du Nord sur prévention du risque de cancer de l'ovaire, où ils sont hyper carrés là-dessus. Certaines tumeurs en effet de l'ovaire sont issues en fait des trompes, et donc ils proposent systématiquement en préventif. Quand une dame vient pour une stérilisation définitive, la salpingectomie bilatérale. Voilà, comme ça c'est carré, c'est réglé, il n'y a plus de problème. Attention au niveau légal, en France, quand on vient pour une contraception définitive, il y a un délai médico-légal de 4 mois. C'est-à-dire que nous voyons une première fois la patiente, mais donc on lui donne un papier pour lequel elle a un délai de réflexion de 4 mois, et pour lequel après elle vous rend le papier au bout de 4 mois pour programmer l'intervention. Donc il faut réfléchir à la contraception intermédiaire sur ces 4 mois. N'oublions pas ça, le temps de réfléchir au geste. Enfin, ce geste chirurgical a lieu par célioscopie, donc pour nous, attention, on parlait des collatérales veineuses et tout ça, donc on est certes sur la célio, donc attention à la circulation veineuse périphérique et à l'hémostase sous anticoagulant. Voilà. Sinon, bien sûr, il y a toujours la possibilité de faire pour les conjoints les ligatures des déférents aussi. Ça, c'est mon côté féministe, donc je propose systématiquement à mes patientes. Donc voilà. Donc, mais il y a aussi les ligatures des déférents pour le conjoint, c'est tout à fait une excellente contraception aussi. Un mot de préconceptionnel. Et puis je vous promets, après je laisse la parole à Audrey. Sur le préconceptionnel, c'est vraiment, on insiste là-dessus. J'en parlais aussi avec mes collègues, jusqu'à Beaujon on a aussi l'assistance nutritive, et donc on parle pas mal aussi de Mickey et grossesse. J'en parlais avec mes collègues, le préconceptionnel a une vraie place sur ces pathologies qui finalement pour nous sont considérées comme des pathologies chroniques avec leurs traitements qui vont avec. Mais très clairement, il y a un binôme qui doit... Votre patiente, elle vient vous voir, voilà, j'ai un désir de grossesse, il faut qu'il y ait ce binôme qui se crée en préconceptionnel de l'hépatologue, du gynécologue, et puis on a aussi, on en parlait lorsqu'on a fait les diapos, n'oublions pas nos collègues du laboratoire d'hémostase, non pas par susceptibilité, mais parce qu'on a aussi besoin d'eux aussi pour avoir un petit peu le terrain, comme je vous l'ai montré pour les grossesses, le terrain pro-coagulant de nos patientes. Donc, relais des anticoagulants, l'acide folique. L'acide folique, depuis bientôt 15 ans, on en prescrit systématiquement à toutes nos patientes qui ont un désir de grossesse, 0,4 mg par jour, une ordonnance pour 3 mois. Comme je vous le disais, le staging aussi de la maladie vasculaire hépatique. Donc ça, bien sûr, les VO, ça a été beaucoup de questions ces dernières années. Peuvent-elles ou non accoucher par les voies naturelles, comme on va le voir. La mise à jour, alors nous concernant la mise à jour des vaccinations et puis les premières sérologies aussi, la toxo, la rubéole. Et puis ça, c'est parce qu'on a une tendance en ce moment de plus en plus, où vous savez, la grossesse, on aimerait bien qu'elle soit suivie à l'ancienne. Voilà, la tendance qu'on appelle un peu, nous, la tendance bio. Mais non, ces grossesses-là, madame, elle sera médicalisée. Vous aurez un hépatologue, vous aurez un laboratoire d'hémostase, vous aurez aussi un gynécologue qui vont... Bref, tout ça va être médicalisé. Et donc, des fois, ça leur fait aussi un peu de bien de leur dire, oui, ça va bien se passer. Puisque voilà, mais quand même, il va y avoir du monde autour de vous et votre enfant. Voilà. Alors Audrey, tu veux faire les médicaments ou je les fais comme tu veux? Bon, alors tu me laisses faire les médicaments, d'accord. Bon, alors grossesse AVK. Vous savez, nous on a la chance d'avoir une base, un service qui est basé à Trousseau, qui s'appelle le CRAT, sur les recherches des agents tératogènes, qui est hyper disponible. Ils ont une base de données, bon, le site internet est vieux et moche, mais en pratique il est hyper fonctionnel, dans le sens où vous avez vraiment des données actualisées sur ce qu'il y a dans Micromedex, dans toutes les bases de pharmacovigilance, sur les potentielles retombées sur une grossesse, au niveau des médicaments. Donc,
Maintenant, c'est assez classique, hein, puisque la preuve, c'est même à l'internat, sur les grossesses et antivitamine K, avec le warfarin fetal syndrome, 4 à 6% des expositions à risque de cette malformation. Et quelles sont ces malformations? Essentiellement des malformations du pôle céphalique, avec les anomalies cérébrales de type microcéphalie, hydrocéphalie, et puis atrophie des voies optiques et de la face. Sur les conduites à tenir, encore une fois, hein, je voulais vraiment des diapos à intention pratique. Donc si vous diagnostiquez la grossesse chez votre patiente sous AVK et qu'elle est entre 6 et 9 semaines d'aménorrhée sous traitement, donc il faudra surveiller échographiquement la croissance fœtale, particulièrement squelettique. Si en cas d'exposition après 9 semaines, il faut informer le couple de ce risque, ouvrir un dossier au CRAT, c'est tout à fait possible, ou les contacter soit par téléphone, soit par mail, ils sont tout à fait joignables. On peut donc dans ce cas ouvrir un dossier, voilà, vous exposer les situations, la date de début de grossesse de votre patiente, les délais d'exposition, la quantité, le type de la molécule en elle-même, et donc ils vont vous répondre de façon personnalisée concernant votre patiente. Voilà le risque pour Madame Untel, et voilà ce que je vous conseille. Nous en pratique, ces patientes-là, si elles sont exposées, bien sûr, on a, vous savez, de plus en plus ces dernières années, on a développé une surspécialité qui s'appelle le diagnostic anténatal, et donc ces patientes sont suivies dans le cadre du diagnostic anténatal avec, pour l'issue, par exemple, vous avez un plan ici de surveillance, donc suivre dans le cadre du diagnostic anténatal avec la réalisation d'échographies ponctuellement par des référents, c'est-à-dire que ce ne sera pas des radiologues de ville lambda qui le feront, donc ce sera des surveillants d'échographie de deuxième intention, et une IRM cérébrale fétale à la recherche des anomalies. Vous retrouvez bien sûr tout ceci exposé de toute façon tout à fait claire sur le site du CRAT. Enfin aussi, vous savez, on a certaines patientes qui peuvent être sous hydréa, et donc grossesse et hydréa, eh bien, il faut être très clair là-dessus, il faut l'arrêter dès le projet de grossesse évoqué, en accord avec nos collègues hématologues. Enfin, nous, on bosse avec Jean-Jacques Kiladjian et son équipe, mais il est très clair qu'une patiente qui vient le voir et qui a un désir de grossesse, l'hydréa est tératogène sur plusieurs espèces animales, et donc on évite, on arrête l'hydréa pour les patientes qui ont un désir de grossesse. Point d'attention, l'hydréa chez la femme, je viens de vous en parler, mais il y a aussi l'hydréa chez le conjoint, et ça donne des anomalies des paramètres spermatiques, et donc il faut attendre 3 mois, donc un cycle de spermatogénèse, sans traitement chez le conjoint, pour, voilà, pour dire au couple OK pour débuter une grossesse. Grossesse et aspirine, alors ça c'est une thématique absolument régulière chez nous, puisque d'abord, vous savez, on a aussi nos propres patients sous aspégique petite dose, mais je tenais à rappeler plusieurs choses là-dessus. Donc il faut discuter son maintien en cas par cas, d'autant plus que nous, l'aspégique, quand on l'utilise, on l'utilise en général pour des petites doses, c'est-à-dire 100 mg par jour maximum. Quand est-ce qu'on le prescrit, nous, en gynécologie obstétrique, c'est quand notre patiente a fait plus de 3 fausses couches spontanées, ou quand elle a un antécédent obstétrical majeur en rapport à une prééclampsie, donc majeur pour nous, la prééclampsie sévère, c'est moins de 34 semaines, ou un versant fœtal. Et versant fœtal, qu'est-ce que cela veut dire? C'est quand il y a un retard de croissance intra-utérin d'origine vasculaire, c'est-à-dire que c'est un problème de placenta, de placentation, avec un petit bébé inférieur au 5e percentile, mais je vois aussi prescrit dès qu'il est un antécédent inférieur au 10e percentile, dont en tout cas l'origine vasculaire est très probable. Et ça, c'est un accord professionnel chez nous en gynécologie obstétrique. Comment le prendre? Alors ça, c'est nos recos de prise d'aspégique au niveau du Collège national des gynéco-obstétriciens. Donc un grade B prise le soir ou au moins 8 heures après le réveil, et avant 20 semaines à la dose de 100 à 160 mg par jour maximum, mais la grande tendance, c'est qu'on prescrit 100 mg par jour. Pourquoi je vous le rappelle, aspirine et grossesse? Tout simplement parce que cet été, la NSM l'a rappelé, faites attention aux INS, faites attention à l'aspirine à forte dose, ça traverse le placenta, ça touche le rein fœtal. Il y a des enfants qui ont des insuffisances rénales du fait d'une exposition aux INS in utero, et donc l'aspirine à plus de 500 mg par jour chez la femme enceinte de plus de 6 mois est formellement contre-indiquée. Voilà. Dernier mot aussi sur donc, grossesse avlocardile, ça se passe bien, peut-être poursuivi tout au long de la grossesse. Alors préférez l'avlo car on a un plus grand recul par rapport aux autres molécules. Je me souviens d'un dossier en particulier avec Pierre-Emmanuel là-dessus, où c'est vrai que j'avais tendance à lui dire, bon, moi je préfère l'avlo. Et puis s'assurer de l'accueil, nous concernant pour ces patientes-là, on le marque sur leur dossier de suivi de grossesse, s'assurer de l'accueil pédiatrique à la naissance de cet enfant pour le monitorer, sa fréquence cardiaque, mais aussi pour s'assurer de sa glycémie capillaire, puisqu'il y a des risques d'hypoglycémie néonatale. Voilà. Eh bien, je laisse la parole à Audrey sur le versant suivi de la grossesse.
Merci. Du coup, on va voir comment se passent un petit peu ces grossesses chez nos patientes avec des maladies rares, vasculaires du foie. On va commencer avec le syndrome de Budd-Chiari. Et ça, c'est une étude récente qui est parue en 2017, qui a qui n'est pas parfaite sur le plan méthodologique, mais qui est assez intéressante. En fait, ils ont étudié des patientes, 80 patientes, et une période sur laquelle le syndrome de Budd-Chiari n'était pas pris en charge, pas diagnostiqué, et ensuite une période où le Budd-Chiari était pris en charge et traité. Et sur la période avant le diagnostic, il y a eu 150 conception chez ces 80 femmes. Et pour évaluer un peu la fertilité, c'était des femmes qui avaient vraiment un désir de grossesse, qui avaient une activité sexuelle pendant plus d'1 an, vraiment dans ce but-là, et sans contraception. Donc 150 conceptions, ça c'est le premier résultat. Et finalement, des évolutions qui sont pas très bonnes. Il y avait 35% de fausses couches, 7% de mort-nés, et puis seulement 54% de naissances vivantes. Donc ce qui n'est pas exceptionnel. L'autre résultat, c'est qu'ils ont observé donc un taux chez ces patientes non traitées de 25% d'infertilité primaire, ce qui est plus important que dans la population générale, en tout cas indienne, puisque c'est de l'ordre habituellement de 6,5% chez eux. Et enfin, ils ont comparé donc, ces patientes à elles-mêmes, entre la période avant traitement et après la prise en charge du Budd-Chiari. Et ce que les auteurs observent, c'est qu'après traitement, finalement, il y a une diminution significative de la durée de conception et également une augmentation significative du nombre de naissances vivantes. Donc, quand même, des patientes bien prises en charge, pour le syndrome de Budd-Chiari, ça a vraiment un impact sur l'évolution de ces grossesses. Donc, je vous présente finalement l'ensemble des grossesses qui sont issues des 2 principales études sur le sujet, celle de Pierre-Emmanuel Rotoux donc en Europe et puis chez les Britanniques, qui est parue plus récemment. C'est 40 grossesses. Il y a un délai médian entre le diagnostic de syndrome de Budd-Chiari et la première grossesse qui est de l'ordre de 57 mois en Europe et 60 mois pour les Britanniques. L'âge médian à la première grossesse est à peu près équivalent, 32-33 ans. Et ce qui est important de voir, c'est que dans ces études, c'est des patientes qui, à la conception, sont contrôlées. Elles n'ont pas d'acide, pas d'insuffisance hépatocellulaire. Et vous le voyez, elles sont largement traitées. Il y a 17 grossesses qui ont été réalisées alors que des traitements radiologiques avaient été faits. Donc 6 TIPS, des angioplasties, des shunts chirurgico-portosystémiques. Pendant la grossesse, c'est des patientes qui étaient également largement traitées, la majorité. 33 grossesses sous anticoagulants, 6 sous antiagrégants. Il y avait des grossesses qui se faisaient avec l'association des 2 traitements et aucun traitement seulement pour 3 grossesses. Donc voici les risques fétaux chez ces patientes. Donc la première chose qui est importante de noter, c'est que finalement le taux de fausse couche et de grossesse ectopique est quand même assez important. Et finalement le taux de prématurité, moi je dis moyenne, je ne sais pas si c'est le terme exact, c'est pas de la grande prématurité entre 32 et 36 semaines, mais c'est quand même significatif. Elle est relativement importante pour ces femmes avec un syndrome de Budd-Chiari. Et le plus important à noter, c'est quand même que après, une fois qu'on a dépassé les 20 premières semaines de grossesse, c'est des enfants en général qui naissent peut-être un peu plus tôt, mais en bonne santé. Là, il y avait un mort-né sur ces grossesses après 20 semaines de grossesse. Peut-être un petit commentaire sur la prématurité, justement. Oui, en fait, nous, le cut-off se cache dans le diagramme au 32-36, en fait, se cache un cut-off très important pour nous qui est 34 semaines, qui est en fait le cut-off où à partir de 34, on n'a plus besoin de faire, aujourd'hui, c'est une recommandation de prévention de la maturation pulmonaire par les corticoïdes. Et donc, en revoyant les diapos comme ça, mais c'est normal, le papier date d'un petit moment déjà, j'aurais peut-être essayé de classifier, mais encore une fois, c'est du point de vue de la prématurité, hein, un 32-34, de 34-36, et plus, puisque derrière aussi cela implique, nous, notre organisation au niveau national des maternités, vous savez, on les classe au niveau pédiatrique et pas au niveau maman, en maternité type 1, 2A, 2B, 3, et donc ça veut dire aussi qu'on oriente
nos patientes en fonction donc de leur risque de prématurité. Et là, une patiente à partir de 34 semaines sera prise dans un type 2A sans difficulté, puisque l'enfant fait autour de 2,2 kg, 2,4 kg. Et au niveau lourdeur, prise en charge pédiatrique, c'est nettement moins lourd qu'un enfant en dessous de 34, où on a des risques de détresse respiratoire et tout ça. Donc c'est juste un détail là-dessus, mais le message en fait, c'est de s'assurer en effet que notre patiente, vos patientes, soient suivies au bon endroit pour le risque aussi de prématurité dans ces situations-là. Voici un tableau qui résume les risques maternels pour ces patientes. Donc, vous voyez qu'essentiellement, ce sont des événements qui sont liés finalement à la grossesse, avec un nombre important de cholestases gravidiques, ce qui est un peu inexpliqué, enfin en tout cas pas très clair, des placentas prévia, des prééclampsies, et puis cet événement de saignements génitaux et pariétaux, c'est des patientes qui sont la plupart du temps sous anticoagulants, donc il y a des saignements qui sont facilement gérables, c'est pas des saignements où il faut forcément transfuser, etc. Mais en tout cas, il y en a, il faut les signaler. Juste pour vous dire que quand on recherche des facteurs associés à l'évolution de la grossesse, alors l'évolution, faut donner une définition, évolution favorable, c'est pas de complications obstétricales sévères, et puis des enfants en bonne santé qui sont nés après 32 semaines. Et donc quand on a défini ça, finalement, les facteurs associés à une évolution plutôt défavorable chez ces patientes, c'est la présence d'une mutation du gène du facteur 2. Alors on peut passer maintenant aux patientes avec une thrombose veineuse porte. C'est pas tout à fait les mêmes profils, les mêmes risques. Donc là, je vous présente une étude européenne, la principale, qui a regroupé 45 grossesses chez 24 femmes. Donc là encore, c'est important de dire que c'est des thromboses veineuses portes qui sont connues, suivies et prises en charge. Donc des maladies contrôlées au moment de la conception. Le temps médian entre le diagnostic et la conception était de 29 mois, et vous le voyez, en Europe, on traite assez largement ces patientes, et 62% des grossesses se sont déroulées sous traitement anticoagulant, dose curative ou prophylactique. Les risques fœtaux, toujours un taux important quand même de fausses couches, mais finalement peut-être un petit peu moins de prématurité que chez les patientes avec un syndrome de Budd-Chiari. Et surtout, là encore, ce qui est très important de noter, c'est qu'après la 20e semaine de grossesse, finalement, on peut considérer que tous les enfants qui vont naître vont être en bonne santé, sans avoir de grosses séquelles finalement de leur prématurité. Donc, là, on a 104 grossesses si on regroupe les 3 principales études, dont celle que je vous ai présentée juste auparavant. Et on peut comme ça un peu mieux peut-être la comparer à la population générale, ce qui donne des informations assez intéressantes. Quand on compare le taux de fausse couche et de naissance vivante, finalement, c'est pas si différent dans notre population de 104 thromboses veineuses portes connues et prises en charge par rapport à la population générale. La proportion de morts-nés et de prématurité, en revanche, est un tout petit peu plus élevée chez nos patientes. Les risques maternels, donc finalement il y a eu 5 patientes sur ces 104 grossesses qui ont eu une hémorragie par rupture de varices œsophagiennes. Ce qui est vraiment important de noter, c'est que sur ces 5 patientes, il y avait 3 patientes qui ne recevaient pas une prophylaxie adaptée pour les ruptures de varices œsophagiennes. Quand je dis prophylaxie adaptée, c'est les recommandations usuelles pour les varices œsophagiennes. Et les saignements, il y en a eu 6, donc 6 femmes avec un saignement génital ou pariétal après l'accouchement. Et là, ce qui est important, c'est qu'on s'attendrait à ce que ce soit essentiellement les femmes sous anticoagulants, mais sur les 6, il n'y en avait qu'une qui était traitée par anticoagulant. Et relativement peu d'événements thrombotiques, un accident ischémique transitoire et un infarctus de rate. Et si on compare cette population de 104 grossesses avec une population de 129 femmes avec cirrhose et hépatite virale C, on se rend compte que dans cette population de cirrhose, il y a une mortalité maternelle qui est plus élevée et des saignements après l'accouchement qui est plus important. Les facteurs associés, donc avec la même définition, à une évolution défavorable de la grossesse chez les malades avec une thrombose veineuse porte, ce qui était retrouvé dans l'étude qui compilait les 45 grossesses, c'est un taux de plaquettes élevé et la présence d'une mutation de JAK2 V617F.
Je parle un petit peu de l'hypertension portale non cirrhotique. Ça, c'est un papier de Philippe Andrade qui est passé dans le service, qui a repris 25 grossesses chez 17 femmes avec hypertension portale non cirrhotique sur différents centres en Europe. Et que je vais vous présenter. Il y a quand même peu de travaux à ce sujet. Donc le délai médian entre le diagnostic et la première grossesse était de 38 mois. Là encore, c'est des patientes relativement contrôlées. Il y a seulement 2 femmes, on en parlera après, qui avaient une acide vraiment minime au moment de la conception. Avant la conception, il y avait 5 femmes qui avaient déjà une thrombose veineuse porte comme complication de leur maladie. Et il y avait 4 patientes qui étaient déjà traitées par TIPS. En ce qui concerne la prophylaxie de la rupture de varices œsophagienne, ça c'est important, il y avait quand même 7 femmes qui n'en recevaient pas, 5 pour une bonne raison, elles n'avaient pas l'indication d'en recevoir, et 2 parce que ça n'avait pas été mis en place. Et vous voyez, c'est des femmes, contrairement aux 2 maladies précédentes, qui sont quand même moins traitées pendant la grossesse, on leur donne moins de traitements anticoagulants, il y en avait 19 qui n'avaient pas de traitement. En ce qui concerne les risques fœtaux, ça ressemble peut-être plus au profil des syndromes de Budd-Chiari, avec un taux de fausse couche et de grossesse ectopique quand même important. Et vous le voyez, un taux de prématurité qui, là, pour le coup, est important. Quasiment, il y a autant d'enfants prématurés que d'enfants à terme. Et puis, le nombre d'enfants nés, d'enfants décédés après 20 semaines est quand même important. Il y a eu 2 décès sur les 25 grossesses. Donc, il n'y a peut-être pas beaucoup de grossesses, mais on a l'impression que c'est un profil un tout petit peu moins bon en ce qui concerne les risques fœtaux. Pour les risques maternels, c'est essentiellement des événements liés au foie. Donc il y avait 2 hémorragies par rupture de varices œsophagiennes, et là j'insiste, c'était les 2 patientes qui n'avaient pas reçu de prophylaxie. 3 acides qui se sont majorés au cours de la grossesse et après, une patiente avec une hypertension porto-pulmonaire et un événement thrombotique, c'était une thrombose veineuse porte. L'autre élément quand même rassurant et important, c'est que ces 7 événements finalement ont été gérables de façon médicale sans trop de soucis, et dans les 3 à 6 mois qu'on suit la grossesse, ces symptômes n'existaient plus et même la thrombose porte avait reperméabilisé. Donc un petit peu plus pratique, comment on gère un peu les anticoagulants justement pendant la grossesse et surtout au moment de l'accouchement, on va en discuter un petit peu. Cette diapo, elle est surtout valable pour les malades avec une thrombose veineuse porte et un syndrome de Budd-Chiari, un peu moins pour les hypertensions portales non cirrhotiques, qui n'ont pas toujours des anticoagulants. Mais en gros, c'est vrai que les patientes qui sont déjà sous anticoagulants avant la conception, on a tendance à leur poursuivre les anticoagulants à dose curative, donc des HBPM à dose curative. Et les patientes qui ne reçoivent pas d'anticoagulants avant, on leur instaure un traitement par HBPM à dose prophylactique tout au long de la grossesse. Un petit mot pour la patiente en salle de naissance, parce qu'on se pose beaucoup de questions, comment on peut faire la péridurale, etc., les plaquettes, les anticoagulants. Oui, alors déjà un mot de synthèse, vous l'avez bien vu, c'est le dernier trimestre, le 3e trimestre qui importe d'abord, parce que bien sûr on va parler tout de suite de l'accouchement, mais aussi on a bien vu sur les issues avec la prématurité, donc il faut vraiment renforcer la surveillance sur ce 3e trimestre, et pour notre part déjà, avant qu'elle ne vienne en salle de naissance, elle est placée en ce qu'on appelle dans une unité qui s'appelle les explorations fonctionnelles, où la patiente, soit à domicile, donc soit sur le site hospitalier, vient 1 à 2 fois par semaine pour enregistrer le rythme cardiaque de l'enfant, prise de tension et puis surveillance bien sûr de cette patiente sous anticoagulant. Donc un point qui nous fait passer en salle de naissance, c'est quand les conditions locales du col, c'est quand le col de l'utérus commence à s'ouvrir, et donc la patiente aux explorations fonctionnelles à partir de 38-39 semaines, même sur certains sites on peut même dire 37 semaines, elles sont examinées régulièrement, et dès qu'on est sur des conditions locales, c'est comme ça qu'on appelle ça, conditions locales favorables, c'est locales au niveau du col de l'utérus, eh bien on peut proposer et organiser surtout un déclenchement. Donc c'est à cette occasion-là qu'on fait donc cette fenêtre thérapeutique pour les HBPM avec l'hospitalisation. La patiente passe, donc tout ceci se passe plutôt le matin, donc passe en salle de naissance. Et un autre point sur lequel, en tout cas moi, au quotidien, j'embête mes sages-femmes là-dessus, au staff, et puis quand je suis de garde, c'est que ces patientes-là
doivent garder leur contention veineuse, y compris en salle de naissance, y compris en salle d'accouchement. Pourquoi? Parce qu'un travail de primipare, ça peut durer 12 heures, un multipare, ça peut durer 8 heures. Donc tout simplement, cette patiente, elle va être allongée, plus ou moins avec une péridurale en plus, mais elle doit garder au moins une contention veineuse en salle de naissance. La péridurale est possible si on a un arrêt. Alors ça, c'est bien sûr très bourgeon, c'est-à-dire que tout ce dont on vous parle avec Audrey, c'est discuté avec nos collègues du laboratoire d'hémostase, avec le docteur Boudaoud et le docteur de Roncourt. Donc, cette patiente donc, a cette fenêtre thérapeutique et 24 heures à l'arrêt des HPPM. Et si les plaquettes sont supérieures à 90 000, on peut proposer une péridurale. Sinon, il y a des alternatives. Hein, avec nos collègues anesthésistes, dans ce cas-là, il leur a proposé une PCA, c'est-à-dire une autogestion de la douleur par perfusion d'anesthésique. Et puis l'accouchement, donc le travail se déroule et pour notre part, on demande à ce que le seigneur de garde soit là à l'accouchement. D'abord parce que, comme Audrey vous l'a montré très bien, il y a du risque hémorragique, il y a du risque des fois même d'extraction fétale et tout ça. Donc pour gagner du temps, eh bien, on précise qu'il faut que l'équipe obstétricale soit alertée au moment où la sage-femme s'installe pour l'accouchement. Voilà. Je te laisse reprendre la suite du coup. Du coup, après, on se pose évidemment la question de quand faut-il reprendre les anticoagulants. Donc, la discussion, évidemment, elle se fait un petit peu au cas par cas. Et le principal point, ça va être de discuter est-ce que c'est une patiente qui a un risque thrombotique élevé ou pas. S'il y a un risque thrombotique qui est considéré comme faible, du coup, on va pouvoir reprendre les HBPM assez vite, à 24 heures de l'accouchement. Et si c'est un risque un petit peu élevé, on discute la reprise des HBPM plus tôt, mais à condition que, au niveau gynécologique, en tout cas, on considère qu'il n'y ait pas de complications locales, notamment saignement. Oui, alors c'est vrai que ça nous est arrivé de descendre jusqu'à 4 heures après l'accouchement, de reprendre les anticoagulants. Les patients de toute façon sont surveillés soit en salle de naissance, soit en salle de réveil à ce moment-là, et on s'assure qu'en effet au niveau local, il n'y a pas de déraillure ou de plaie qui aura nécessité un traitement local, c'est-à-dire une suture. Voilà, donc ça nécessite vraiment une inspection de la filière génitale s'il y a quoi que ce soit. Alors, faut-il faire accoucher ces femmes plutôt par voie naturelle ou par césarienne? Ce que je voulais dire déjà pour la voie naturelle, c'est qu'effectivement, souvent on pense, c'est je ne vais pas dire une croyance, mais en tout cas c'est ce qu'on pense, c'est qu'au moment de l'accouchement, il va y avoir une augmentation de la pression portale et finalement ceci va favoriser la rupture des varices œsophagiennes. Si on reste très factuel finalement dans la littérature, on n'a aucune preuve de ça. Il y a vraiment quelques case reports, mais il y en a très peu qui décrivent des cas d'hémorragie digestive par rupture de VO au moment du travail. Mais souvent, c'est des femmes qui n'ont pas été suivies, le diagnostic n'a pas été fait et elles n'ont pas eu la prophylaxie qu'il fallait. Donc je ne suis pas sûre que ça soit un argument pour dire que ces femmes, même si elles ont des collatérales partout, il faille absolument faire autre chose que la voie naturelle. D'autant plus que, comme vous l'avez vu, il y a eu auparavant donc, les pathologues et gynécologues qui se sont posés la question préconceptionnelle, que ces patientes, on peut leur garder l'avlocardile, et que finalement, on est dans une situation assez confortable. Alors je ne vous parle pas bien sûr de la patiente qui débarquerait, on a eu un cas, une patiente qui est mal suivie, tout ça, mais globalement, une patiente que vous avez bien mis dans les rails du suivi, ça se passe bien, quoi, par les voies naturelles. Et puis ce qu'on sait finalement en césarienne, c'est que là pour le coup il y a un risque de plaie des veines collatérales, il y a un risque de décompensation d'acide après l'opération, et puis il y a des événements thromboemboliques en postpartum, enfin après la chirurgie, qui sont plus importants. Et un autre point aussi, c'est qu'un accouchement par les voies naturelles, par rapport à la césarienne, une césarienne c'est un risque hémorragique 10 fois supérieur à celui par les voies naturelles. C'est un risque qu'on évalue toujours et qu'on dit toujours en première ligne. Donc c'est un peu pour toutes ces raisons que finalement on préfère les accouchements par voie naturelle avec éventuellement une phase active du travail, et on pense qu'il faut réserver réellement la césarienne uniquement quand il y a des complications obstétricales, en gros quand il faut sortir le bébé assez rapidement. Ou quand c'est un bicicatriciel, enfin quand on a des indications obstétricales.
Juste pour terminer très rapidement, postpartum et allaitement. Oui, alors là encore, on s'est posé la question en antépartum des médicaments. On est en droit de se la poser pour la patiente puisqu'elle est en droit d'allaiter, bien sûr, de se poser la question de l'allaitement. Donc, et de vous poser aussi la question de l'allaitement. Ne pas utiliser le Préviscan pendant l'allaitement car il y a un passage dans le lait. Il y a eu un case report en effet, d'un enfant qui a eu des saignements d'une mère qui prenait des Préviscan. Donc on préfère, dans ce cas-là, la coumadine avec un passage négligeable dans le lait. Les études l'ont montré sur le dosage de la coumadine dans le lait. L'avlocardil peut tout à fait être utilisé, il n'y a pas de souci. Et puis l'hydréa passe dans le lait aussi. Donc surveillance d'un de vos patientes, en effet, avec les collègues d'hémato assez vite. Tout ceci aussi pour vous redire, donc dernier trimestre, mais aussi le postpartum. Le postpartum, cette patiente doit avoir un rendez-vous avec vous assez vite, puisque le phénomène thromboembolique, c'est à ces moments-là où on a le plus de risques thromboemboliques pour les patientes dernier trimestre et postpartum. Donc en conclusion, on va pas mal insister sur le conseil préconceptionnel. Ça permet vraiment de rassurer les patientes, de leur dire que la grossesse n'est pas contre-indiquée, parce que notamment pour les syndromes de Budd-Chiari, il y a encore des femmes jeunes qui arrivent à la consultation en pensant que voilà, elles ont fait une croix sur les grossesses. Il faut leur expliquer les risques fœtaux et les risques maternels en fonction de leur pathologie. Il y a des risques de fausse couche qui est plus important que la population générale, et peut-être des bébés, si on synthétise, des bébés qui naissent un peu plus tôt, mais dans l'ensemble qui sont quand même en bonne santé et qui n'ont pas de grosses séquelles par la suite. Et le pronostic maternel en tout cas est bon. Et le pronostic fœtal, on peut dire qu'après 20 semaines, il est très bon également. On insiste également sur le principe d'une équipe multidisciplinaire, vraiment hépatologue, gynéco, hémostasien. C'est indispensable pour ces patientes-là. Donc effectivement, qu'elles soient médicalisées pendant la grossesse. Sinon, c'est la seule façon qu'on a de pouvoir leur assurer des pronostics et des évolutions correctes comme ça. Pendant la grossesse, faut penser à la prophylaxie des varices œsophagiennes. On a vu que celles qui saignaient, c'était essentiellement des femmes chez qui la prophylaxie n'avait pas été introduite. La plupart de nos patientes vont être sous anticoagulants pendant la grossesse. L'accouchement, il faut favoriser, on l'a dit, on vient de le voir, la voix basse. Et enfin, pour l'anticoagulation, il faut une gestion attentive, parce que même si les saignements, dans la majorité des cas, sont pas graves, ils existent et ils sont peut-être un peu plus fréquents quand même chez ces patientes sous anticoagulants. Voilà, bon, remercions.